Mais il va falloir qu'on apprenne, à travailler ensemble, notamment sur les parcours et sur, le qui fait quoi. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est confronté à une vague démographique d'une population qui vieillit, qui souffre de plus en plus de maladies chroniques, une offre de soins qui se tend, avec, une difficulté à la fois sur l'attractivité des métiers et en même temps des professionnels de santé qui changent un peu dans leur état d'esprit. La jeune génération ne veut plus travailler comme les anciens. Il va falloir effectivement qu'on se coordonne avec les établissements de santé. Peut-être qu'on multiplie le genre de partenariat comme on peut le faire déjà avec la HAD, d'installer une gouvernance entre les représentants des professions de santé libérales et les établissements. Se mettre encore une fois d'accord et être en capacité de s'engager réciproquement les uns envers les autres. Et puis enfin, comment on met en musique les différents outils, et notamment numériques, parce qu'on sait bien qu'on a là un véritable sujet, tant dans le télésuivi et la téléconsultation, mais aussi outils de coordination, comment mieux se parler les uns avec les autres. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai été surpris, je ne pensais pas que c'était autant. Je pense que ça répond d'une part aux évolutions, c'est-à-dire que les professionnels, les médecins ont envie d'autre chose, ont envie de voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe et de sortir des murs de l'établissement. Je crois aussi que ça répond à un besoin et une demande très forte. Et là, encore une fois, la question des partenariats entre la médecine de ville et la médecine hospitalière sera fondamentale et essentielle. Part, il y a leur support technique, il y a une technicité à l'hôpital qu'il n'y a pas en ville, de toute évidence. La deuxième chose, c'est peut-être aussi en augmentant leur capacité d'accueil. Je pense notamment aux jeunes en formation. On n'a pas d'interne aujourd'hui dans la médecine privée et libérale. C'est dommage et je pense qu'il faut réussir à franchir ce cap parce que c'est aussi en formant notre jeunesse au sein des établissements et en ville qu'on va réussir à transformer en profondeur nos pratiques. Disons que c'est dans la continuité. Nous avons signé une convention avec Unicancer, avec la FHF, et c'était tout à fait logique que l'on signe une convention avec la FHP, puisque les patients sont dans toutes les structures, qu'elles soient privées, semi-publiques ou publiques. Je pense que pour une convention, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on soit sur des points précis et ça va être sur la prise en charge des patients, en particulier sur la mise en place de soins de support. Les établissements font beaucoup de soins de support, mais avec l'hospitalisation qui est de plus en plus en ambulatoire, ces soins de support doivent être poursuivis en ville et c'est là la possibilité de travailler avec la Ligue sur ces soins de support. Et deuxièmement, avant nous avions l'habitude d'avoir un local au niveau des établissements et les gens passaient devant, n'allaient pas forcément. Et donc l'idée, c'est d'avoir des chariots avec des personnes qui vont aller dans les salles d'attente pour informer les personnes malades. Ensemble, on est forcément plus fort. Et si on se fait la guerre, on perd des forces à se faire la guerre et pas à travailler au bénéfice des personnes malades. Le fil conducteur de ma présidence à la Ligue, c'est de lutter contre les inégalités. Et c'est grâce au maillage territorial qui est organisé par les établissements publics, les centres de lutte et les établissements privés, en lien avec la médecine de ville, que l'on pourra essayer de lutter contre ces déserts médicaux et des zones où, malheureusement, la population médicale est plus faible. Aujourd'hui, au sein du Haut Commissariat à l'enfance, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Mais sur la santé mentale en particulier, et des enfants en particulier encore, eh bien, nos travaux sont d'abord concentrés sur l'accompagnement des parents, sur la pérédance, sur le fait d'avoir un continuum d'action et surtout sur le fait de briser ce tabou, celui de la santé mentale. Aujourd'hui, en réalité, ça va du mal-être pas exprimé, jusqu'à des besoins en pédopsychiatrie. Et donc, nous réunissons autour des enfants un bouclier d'acteurs professionnels. Le Haut Commissariat à l'enfance, sa philosophie, sa méthode, c'est le partenariat. Qu'il soit public, privé, territorial, interministériel, pluridisciplinaire, c'est notre méthode. Parce que dans le fond, notre seule et unique obsession, c'est d'avoir des solutions et des solutions immédiates pour les enfants. Comment on fait ? On fait d'abord en accompagnant les professionnels pour qu'ils passent plus de temps ensemble, pour aussi s'appuyer sur les bonnes pratiques, les solutions. Et enfin, bien sûr, un rendez-vous qui est important, qui est celui de la loi de finances de la sécurité sociale. Dès le plus jeune âge, en réalité, on a confiance
dans son médecin, dans les aides-soignants, dans les infirmières puères. On a confiance dans nos soignants. Et parce que nous avons confiance dans nos soignants, aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de les aider. Les aider finalement face à des nouveaux défis qui touchent et qui creusent des inégalités. Je pense au défi du numérique en particulier, qui touche la qualité du sommeil, la concentration, qui va également en réalité toucher le développement somatique et la motricité des enfants. Et donc, par exemple, on a lancé un challenge aux médecins généralistes en particulier, celui de poser la question de comment ça va dans le monde numérique, dans le monde virtuel, peut-être question un peu moins habituelle, mais dans le fond, elle conditionne la question de la santé mentale, entre autres. Les complémentaires santé ont vocation à payer des prestations, à participer de la gestion du risque, de la prévention, de travailler finalement à l'efficience, de lutter contre la fraude aux côtés de l'assurance maladie. C'est toutes ces missions que nous entendons assumer pleinement. Et il faut bien évidemment que la réglementation nous y aide, notamment en reconnaissant la prévention comme une prestation, ce que nous demandons depuis bien longtemps. On est prêt à davantage financer la qualité, c'est plus pertinent de financer la qualité que la quantité, l'innovation que le rendement des actions. La pertinence des prescriptions à partir des recommandations de la Haute Autorité de Santé ou des sociétés savantes, une meilleure organisation dans la permanence des soins pour éviter d'orienter vers le mauvais soin au mauvais moment, et on a à travailler sur cet enjeu-là, et puis se donner des priorités de santé publique, faire en sorte que l'ensemble des acteurs sachent vers quoi agir, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les offreurs de soins, l'ensemble des grandes politiques publiques, qu'on puisse tous converger et que la population sache ce qui est prioritaire. L'enjeu des États généraux de la santé et de la protection sociale, c'est de redonner la parole aux assurés sociaux, aux patients, aux personnes malades, aux professionnels de santé, parce qu'on ne transformera pas le système les uns contre les autres. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens nous disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont prêts à faire, ce qu'ils ne veulent pas, et partir de leur expression, de leur doléance, pour co-construire les bonnes réponses, voir les points qui font consensus, éclairer les dissensus s'il y en a, et faire en sorte que ce soit ces sujets-là qui viennent irriguer le débat public en amont des futures échéances électorales de notre pays, pour que ces sujets puissent être tranchés en toute connaissance de cause, de manière démocratique et citoyenne, parce qu'on est à la croisée des chemins compte tenu de la triple transition écologique, numérique, mais surtout démographique. Si on veut préserver notre modèle de protection sociale, adapter notre système de santé, on a besoin de tout le monde. À partir de référentiels connus de tous, sur des critères de qualité transparents, le financement de la qualité doit être déterminé. Mais il faut se donner des enveloppes budgétaires pour ce faire. C'est pas avec 0,7% de l'enveloppe hospitalière qu'on peut y arriver. Il faut des enveloppes d'investissement. Il faut de la pluriannualité pour que les acteurs puissent investir à moyen et long terme pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le carcan de l'annuité budgétaire, le piège du projet de loi de financement de la sécurité sociale, aujourd'hui met tout le monde en tension, que ce soit les pouvoirs publics comme les offreurs de soins. Ne donne pas de lisibilité aux assurés sociaux et aux patients sur comment fonctionne le système. C'est tous ces sujets-là qu'il faut adapter, et il faut parvenir à une loi pluriannuelle, une loi de programmation, si on veut être au rendez-vous des enjeux de santé publique dans notre pays. Le rôle des collectivités locales et d'un maire en particulier, c'est évidemment d'offrir le plus de soins possible, puisque aujourd'hui, la santé, les problèmes de santé sont devenus un des besoins premiers revendiqués par nos populations. On a un problème d'offre de soins, on manque de médecins généralistes, on a un hôpital qui subit un peu une crise des urgences, et finalement, dans son continuum d'offres de soins, je suis convaincue que les cliniques privées, l'hospitalisation privée permet de créer une brique finalement dont on a besoin, de manière à soulager l'hôpital, à faire le lien avec les médecins généralistes, et puis plus globalement d'avoir une politique d'attractivité qui fasse que on reçoive tout simplement des médecins sur nos territoires.
À Pontoise, on fonctionne plutôt pas trop mal. Alors, c'est parce qu'on a la chance d'avoir une CPTS qui est assez dynamique. On a la chance d'avoir une direction de l'hôpital public. On a la chance d'avoir une clinique privée qui fonctionne bien. Et puis, on a des médecins généralistes qui travaillent très bien avec la communauté médicale de l'hôpital. Et tout ça fait que ça parle. On essaye d'être complémentaires. Et la ville essaye d'être un peu l'assemblier de tout ça et de renforcer ces partenariats. Quand on dit renforcer ces partenariats, ça peut être un peu des termes administratifs, mais c'est juste pour bien se rendre compte de l'actualité des uns et des autres, des difficultés aussi des uns et des autres, et de s'apercevoir que finalement, vous pouvez avoir une clinique privée qui va venir en soutien de l'hôpital public sur tel ou tel sujet, l'hôpital public qui va adresser un certain nombre de ses patients à la médecine généraliste et inversement, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et un exemple très concret déjà de mode de fonctionnement, c'est la maison médicale de garde que nous avons créée, qui fonctionne les soirs et les week-ends, alors en lien avec le SAMU, mais qui travaille aussi bien derrière, soit avec des médecins généralistes, soit avec la clinique privée, soit évidemment avec l'hôpital. Je suis convaincue que les cliniques privées doivent permettre de soulager l'hôpital pour tout ce qui est soins ambulatoires, alors soins qui peuvent être un peu lourds, mais soins ambulatoires, et de manière à faire en sorte que l'hôpital puisse se concentrer sur les pathologies très lourdes et surtout durables. Et puis surtout, de désengorger les urgences. Et pour désengorger les urgences, ça suppose d'avoir justement des partenaires que sont les cliniques, que sont les médecins généralistes. Pour moi, la répartition, elle est relativement claire. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde quand on voit le déficit de soins aujourd'hui.